Supportrice du LOSC, supporter du LOSC, bonsoir, bienvenue dans ce 30e épisode du Bistrot d'Aller le LOSC, saison 3, l'émission sur l'actualité du LOSC réalisée par les supporters pour les supporters. Au programme, cette semaine, nous reviendrons d'abord sur l'événement de la semaine, un coup de chapeau à la section féminine qui vient de valider sa montée en D1 Arkema. On leur adressera un coup de chapeau on ne s'attendait pas à faire aussi rapidement, mais finalement, elles ont été très efficaces dans les zones de vérité, contrairement à certains, mais en tout cas, on s'en réjouit et on aura l'occasion de fêter leur montée sur les prochaines journées de championnat. En deuxième partie, nous reviendrons sur le match Auxerre-LOSC qui sème les points, récolte le fiasco. Une question qu'on se pose et qu'on espère on n'aura pas de réponse défavorable dans quelques journées. Et enfin, nous terminerons avec le prochain rendez-vous du LOSC, un match contre Ajaccio au stade Pierre-Mauroy. Ça se corse pour la course à l'Europe. Pour l'instant, c'est juste un sentiment géographique. On espère que ce n'est pas un sentiment prémonitoire. Avec nous, cette semaine, pour évoquer cette actualité, nous avons quelques piliers qui sont présents. Donc, je vais vous les présenter, mais est-ce qu'il faut encore que je vous les présente? Mais ils sont là. Alors, les deux Christophe, on va commencer par Christophe de Vervic, alias Christophe C. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous les supporters du LOSC. Vous avez également le deuxième Christophe. On vous offre deux Christophe pour le prix d'un. Donc, avec un joli t-shirt derrière en hommage à Arnaud. Donc, Christophe D. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Tu peux nous préciser ce qui est marqué sur ton t-shirt? Marqué, je ne suis pas un footballiste, je ne suis pas un cycliste. Et bien voilà, donc on salue Arnaud qui nous a quittés il y a à peu près un an. Hein, donc, je ne sais pas quand c'était l'anniversaire de son décès, c'était hier ou cette semaine en tout cas. Donc on a une grosse pensée pour cet artiste qu'on apprécie beaucoup au bistrot d'Aller le LOSC. Il a une écharpe, Lille, notre capitale. Il est avec nous cette semaine, c'est Julien Desdogues de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très content d'être avec vous et de faire référence à Arnaud, qu'en effet, j'aime beaucoup comme vous. Alors, je vous rappelle que, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous pouvez réagir pendant toute l'émission en nous laissant un commentaire sur la page Facebook du Bistrot et le LOSC, sur laquelle est diffusée l'émission en direct. Cette émission est également diffusée sur le groupe Allez le LOSC et vous pourrez nous retrouver en replay à partir de demain sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Allez le LOSC, à laquelle je vous invite bien évidemment à vous abonner et à partager nos différentes publications. Alors, vous pouvez intervenir, c'est déjà très actif, vous êtes déjà nombreux sur les réseaux, donc laissez-nous un commentaire, on n'hésitera pas à les partager avec nos auditeurs. Alors, avant de commencer, et ce petit coup de chapeau aux filles, je voulais vous donner une information. La semaine prochaine, nous n'aurons pas un invité, nous devrions en avoir deux. Là aussi, deux pour le prix d'un. Cette semaine sort un livre qui s'appelle Lille, capitale du football français. On en a déjà parlé la semaine dernière. Ça revient sur le premier titre de l'Olympique lillois. C'est un livre qui est écrit pour le compte des éditions des Lumières de Lille, une maison d'édition qu'on connaît bien au Bistrot d'Allos parce qu'on a présenté beaucoup de livres qui sont édités par cette maison d'édition régionale. Donc, C'était des placements de produits, d'ailleurs. Tu proposais des codes promo. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, on pourra peut-être y revenir, on proposera ça aux deux auteurs. C'est un livre qui a été écrit par deux personnes, deux historiens du LOSC qu'on connaît bien au bistrot parce qu'ils sont déjà venus plusieurs fois. C'est Damien Bonne, qu'on ne présente plus, hein, de la page Drogue, bière et complot contre le LOSC, et Maxime Pousset, qui avait commis un livre il y a quelques mois sur les deux derniers titres du LOSC, donc 2011 et 2021 et qu'on avait reçu à cette occasion. Donc, normalement, on devrait les avoir la semaine prochaine et on vous expliquera tout ce qui a
tout ce qui est en rapport finalement avec ce livre, tout ce qui va se passer, des conférences, des expositions, une conférence de presse à la mairie de Lille et toute une série d'autres manifestations avec beaucoup de surprises et beaucoup d'invités. Donc, on y reviendra la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez déjà vous procurer le bouquin, donc Lille, capitale du football français. Il est déjà disponible apparemment dans les magasins habituels qui vendent ce type d'objets de littérature. Voilà, le placement produit est terminé, mais c'est rien par rapport à ce que vous subirez la semaine prochaine. Hein. Donc, on va pouvoir passer à la première partie de cette émission. Un coup de chapeau à la section féminine du LOSC qui monte en D1 Arkema suite à la victoire contre le CA Paris, le CAP, 1-2. Donc, c'était dimanche dernier. Donc, elles ont prouvé qu'elles étaient tout à fait cap de monter en Ligue, en D1 Arkema. J'ai toujours l'habitude de dire Ligue 1, mais il faut qu'on abandonne un peu cet abus de langage. Pourtant, c'est plus sympa, hein, ça permet de chanter on est en D1, on est en D1. Et c'est quand même vrai. Vachement mieux. Ça nous rappelle des souvenirs. Exactement. Ça nous rappelle des souvenirs. Alors, comment vous avez vécu cette montée? Est-ce qu'elle vous surprend? On va commencer par les Christophe. Christophe C., est-ce que tu as quelque chose à dire sur les filles? Ben oui, parce que c'est toujours un plaisir de recevoir Rachel. On l'a déjà fait 2 fois, il me semble. Et ça a toujours été très, très intéressant. C'était vraiment un plaisir de la recevoir et de parler foot avec elle. Alors, je vous avouerai que j'étais un petit peu surpris que ça se fasse là tout de suite ce dimanche, parce que c'est pas ce qui avait été forcément annoncé. Mais quel bonheur et quel plaisir. Et puis, le plaisir de les voir aussi sur tous les réseaux, toutes les images avec Patrick Robert en train de fêter ça, ça fait plaisir. Et la communication qu'elles ont autour de leur montée et puis le partage. Et ça, c'est ce qu'on peut retenir également. Il n'y a pas que la montée en D1, c'est le partage avec le public et avec tous les gens qui les supportent. Et ça, c'est vraiment plaisant. Il y a beaucoup de monde à chaque match à domicile, il y a beaucoup de monde à chaque match à l'extérieur, et notamment les matchs en région parisienne. Julien, région parisienne, ça veut dire Doc de Paris. Ton avis sur cette montée, je ne veux pas dire surprise, mais en tout cas cette montée aussi rapide est donc surprenante parce qu'elle était rapide. Bah écoute, oui, si on parle des Dogs de Paris, je pense qu'on est la section la plus proche des féminines. On les suit énormément et c'est pas la première année. Hein. Déjà du temps de la D1 Arkema, donc il y a plus de 4 ans, on les suivait sur les terrains d'Île-de-France et même parfois un peu plus loin. Pourquoi? Parce que comme le disait Christophe, il y a encore cette proximité, il y a encore cette sincérité dans ce que font les filles et qui fait que c'est hyper plaisant de se retrouver sur des stades comme ça où tu es proche d'elles. Pour ceux qui ont vu les vidéos, on voit cette liesse, on voit les filles sauter dans les bras des Dogs de Paris, sauter, chanter à la fin du match. C'est juste complètement génial. Des Dogs FC aussi, que je salue. Les Dogs FC, c'est une toute petite section, mais ils sont super sympas et souvent avec les Dogs de Paris. Et est-ce que c'est une surprise? Oui et non. Je pense que dans la défaite et la déception de l'an dernier, de ne pas réussir à monter, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Il y a eu quand même pas mal de départs qui interrogeaient vraiment, mais il y a eu beaucoup de départs à l'intersaison. Et finalement, force est de constater que ça a fonctionné. C'est ce que disait Patrick en interview à la fin du match. Il disait on a monté avec Rachel une équipe, on a monté une équipe pour monter, c'est le cas de le dire. On a créé un groupe pour monter et ça a marché. Et la force de cette équipe, c'est ça, c'est qu'on voit que, alors pas contre toute attente, mais très clairement le LOSC était au-dessus de cette équipe du CAP et pour autant, on était à un partout. Et elles ont trouvé les ressources morales, elles ont continué à se battre pour revenir et finalement pour l'emporter 2-1. Donc, je pense que c'est surtout sur le caractère. Ils ont réussi à monter un groupe qui ressemble à Rachel. Parce que quand Rachel était venue, vous vous souvenez, moi, je l'avais un peu chambré en lui disant tu étais une sacrée joueuse de tempérament, tu rentrais dedans, etc. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve avec l'équipe de cette année. C'est des filles qui lâchent rien, c'est des filles qui se bagarrent et elles ressemblent à leur coach et avec beaucoup de proximité avec ce coach. Parce que, vous avez vu les scènes de liesse, vous avez vu Rachel, quand elle est arrivée à Luchin, être portée en triomphe, sauter en l'air, portée par les joueurs et les supporters et les joueuses. Donc, c'était vraiment un mélange des deux.
qu'on ne voit absolument plus avec les professionnels qui sont voilà, froids, distants, avec qui on a assez peu de relations. Donc finalement, ces filles aujourd'hui, c'est un peu un football qui a disparu au niveau des garçons et on retrouve cette fraîcheur que nous, je pense qu'on peut parler de nous ici au bistrot, on aime tant, quoi. Alors, quelques stats avant de laisser la parole à Christophe D, qui va nous faire part de son sentiment là-dessus. Donc, 46 points, donc première place. Il reste 3 matchs. Ils ont 10 points d'avance sur les deux seconds, qui sont Strasbourg et Metz, avec 36 points. Et les statistiques sont quand même impressionnantes, hein. 15 victoires en 19 matchs. Meilleure attaque, 45 buts. Meilleure défense, 13 buts. Donc, c'est vraiment une domination sans partage sur ce groupe de D2. Et donc, une montée qui est complètement méritée. Notre ami Patrick Robert, effectivement, je ne vais pas dire que c'est son dernier challenge, mais en tout cas, ça le prenait très à cœur de préparer cette montée en D1 et finalement ce qui va se passer après. Donc, on espère qu'on aura l'occasion de reparler avec lui ou avec d'autres très prochainement au bistrot sur le projet des filles pour la saison prochaine. Christophe, comment tu as vécu, toi, cette montée des filles? C'est une joie, une fierté? Une fierté pour le LOSC, oui, mais moi je suis ça de beaucoup plus loin, hein. Je vais pas inventer des trucs, hein. Moi je suis ça au travers des yeux de le meilleur photographe, hein, Marc, que je suis beaucoup et qui fait des magnifiques photos des filles. Enfin, vraiment, si je recommande, enfin, après c'est compliqué de taper Marc Van Sonnenbroek sur un moteur, mais, mais, mais c'est pas le problème. Mais sinon, vous avez des photos sur son compte Facebook qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Très grand photographe et vu que les sujets, et s'y prêtent, c'était vraiment. Moi, je suis ça vraiment de loin. J'avoue, hein, le football féminin, je suis pas des masses. J'ai vu jouer les filles du LOSC. J'ai arbitré les U16 du LOSC il y a un an à Marc-en-Barœul. J'ai vu jouer les U13 du LOSC il y a 2 semaines. Mais voilà, je ne suis pas le sujet en particulier. Par contre, j'ai suivi un peu, donc j'ai regardé un peu, je me suis un peu intéressé et je trouve que c'est la bonne année pour monter si effectivement ils créent la Ligue l'année prochaine. Donc là, tu pourras dire ils sont montés en Ligue, du coup, a posteriori. Voilà. Et faire une D2 unique, ils vont créer une D3. Donc ça commence à se structurer. Donc c'est pas mal d'être déjà en haut quand ça se structure, parce que sinon, après, pour monter, c'est plus compliqué. Donc je trouve que c'était la bonne année pour monter. C'est une bonne idée qu'ils ont eue là. Alors, Je peux juste dire une chose, rajouter une chose. Un clin d'œil particulier à Elisa Launay. On a un gardien de but de haut niveau à Lille qui ne méritait pas forcément la D2, c'est-à-dire qu'elle avait sa place en D1. Elle aurait pu aller ailleurs et elle a fait ce choix de rester à Lille. Pour Lille, pour ses potes. Voilà. Elle a fait ce choix-là alors qu'elle était en équipe de France Espoir, qu'elle avait à l'époque 21 ans et qu'elle était demandée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit plus forcément encore une fois chez les garçons, ce truc de rester dans ton club, de rester en D2 pendant 4 ans et de remonter en Ligue 1. Et d'ailleurs, c'est elle, si vous regardez le petit résumé de 7 minutes, c'est elle qui a été la plus interviewée. D'abord, elle parle très bien, donc c'est super agréable. Et elle disait que on sentait que ça avait été dur pour elle, que ça avait été difficile parce que sa place, elle n'était pas en D2 à Elisa, quoi. Voilà. Donc, petit clin d'œil. C'est pas bien de faire des clins d'œil individuels, c'est un sport d'équipe, mais elle est quand même super forte. En tout cas, les supporters sur les réseaux sociaux saluent fortement cette montée des filles. On a Capenoul qui nous rappelle que les DDO étaient avec les filles à Brest et à Nantes, hein, donc les Dogs de Paris dans la région parisienne, les Dogs de l'Ouest en Bretagne. Et les Dogs du Rhône, dans le Rhône, ils vont voir les filles Rhône. aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a Thierry. Nous, on a la chance, c'est en Ile-de-France qu'il y a le plus de clubs de filles. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est très présent, mathématiquement. Et puis, le bistrot d'Allé-le-Losc, c'est le seul endroit où vous pouvez dire on va voir les filles sans vous faire engueuler par votre épouse. Donc... Alors, Thierry qui nous dit c'est un vrai bonheur, on est fiers d'elle. Et on a d'autres remarques qui n'ont rien à voir avec les filles. On a Damien Bonne, donc on évoquait tout à l'heure, qui faisait référence à notre hommage à Arnaud et des formations professionnelles. Il dit Arnaud Dunker, quel grand souvenir. Donc on ne le refera jamais, hein, c'est l'historien du LOSC. C'est pas pour rien qu'il est historien du LOSC, hein. Et on a également Trifred qui salue les pronostics de Julien. Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais c'est vrai que Julien est le seul la semaine dernière.
je serais presque tenté de dire le seul depuis le début de la saison à nous avoir donné le vrai pronostic avec les bons scores et avec pas les buteurs, mais Non, pas les buteurs, mais bon. le bon Match résultat nul, un et le partout. bon score, tout à fait. Donc bravo Julien. Pour clore On peut rajouter juste une petite chose, François. Vas-y. C'est qu'il est peut-être plus facile pour les sections en dehors du 59 de suivre les matchs, notamment les matchs à l'extérieur, parce que cette saison, il y a eu beaucoup de superpositions entre la Ligue 1 C'est vrai. et les filles, et c'était un petit peu plus compliqué du coup pour les suivre, et ça c'est vraiment dommage. Si l'organisation du football français pouvait un petit peu se structurer également, il n'y a pas que Et les harmoniser problèmes les calendriers, tout à fait. C'est vrai que Voilà, 2 matchs en même temps à 10 km d'écart, c'est c'est quand même compliqué. assez compliqué. Justement, à propos des matchs, c'était guichet fermé. Ils ont rouvert des places pour le match contre ici les Moulineaux, donc le week-end c'est le week-end du match de Reims, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après. Donc, c'est rouvert sur la billetterie du LOSC. Vous pouvez aller chercher vos invitations elles sont gratuites. Donc, si vous voulez saluer les filles et célébrer leur montée en D1, n'hésitez pas à vous rendre au stadium. Alors, j'ai dit saluer leur montée en D1, contrairement aux réseaux sociaux du LOSC qui parlaient de championne. J'ai été regarder comment étaient déterminées les championnes de France de D2 dans un championnat à 2 poules. Et là, j'ai regardé le règlement de près. Là, le A est important. Pardon? A de poule. A de poule. Pas le championnat de poule. Oui, A de poule. le A de poule. Merci de cette précision qui va m'éviter les foudres de certaines qui pourraient passer dans le coin. Alors, le règlement, il est très compliqué. Donc, on a l'impression qu'ils ont ressuscité Guy Lux ou alors de lire finalement un article de la loi retraite d'Elisabeth Borne. C'est extrêmement compliqué. On a, en fait, pour déterminer le meilleur des 2 premiers, elles vont être départagées par le nombre de points obtenus lors des rencontres entre les équipes classées 2 et 6 de leur groupe. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. Ouais. Alors, moi, vous savez, je suis un scientifique. Donc, forcément, j'ai été regarder, j'ai essayé de faire une simulation en l'état actuel, parce que ce qui est compliqué, c'est que les 5 suivants de la poule ne sont pas forcément les 5 suivants qui seront à la fin du championnat. Il peut y avoir du changement, donc c'est toujours compliqué. Et en fait, j'ai regardé les résultats de Lille contre les 5 équipes suivantes. Alors, Lille a obtenu 19 points et il reste une rencontre à jouer. Donc, au maximum, ils peuvent arriver à 22. Dans l'autre poule, il y a 2 équipes qui peuvent prétendre à la montée en dégâts. C'est Saint-Étienne et Marseille qui a 3 points de retard. Si c'est Saint-Étienne qui termine premier de ce groupe, ils ont déjà 22 points et il leur reste 2 matchs à jouer contre les 5 premiers. Ça veut dire que c'est mort. Donc, si on veut que Lille ait une chance de devenir champion, ben, il faut supporter les filles de Marseille qui ont 15 points ce jour et il leur reste également 2 matchs à jouer, c'est-à-dire qu'au maximum, elles pourraient avoir 21 points et donc ça pourrait se jouer au sprint. Dernière information, vous savez contre qui est le dernier match que doit jouer l'équipe féminine de Lille parmi les équipes classées entre 2 et 6? C'est contre Lens, tout à fait. Le derby, le retour du derby, pour rappel, 6-1 à l'aller. Et le retour, donc, qui se jouera, si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Arras. Ouais, Voilà, ça. tout est précisé. Je pense que tu ne dis pas de bêtises. Hein. C'est comme ça, je l'ai préparé. Hein. J'ai travaillé mes stats, comme je savais que Baptiste n'était pas là. Je me suis dit, il faut un big data à sa place, donc je me suis dévoué. Voilà, donc on essaiera de reparler du projet des filles d'ici la fin de saison. On essaiera de faire venir des gens qui peuvent en parler. Donc, je ne sais pas encore qui et je ne sais pas comment on va s'organiser. Mais en tout cas, on va aborder le sujet parce que c'est vrai qu'avec la nouvelle ligue, le projet finalement va se structurer et les enjeux sont très importants financièrement et ça va vraiment être une saison charnière pour l'avenir du foot féminin dans la métropole lilloise. Donc, on reviendra sur cette actualité très, très rapidement. Il est 20h54. Nous pouvons rentrer dans le vif du sujet des hommes, à savoir le match contre Auxerre, donc à l'Abbé des Champs. On a appelé ça « Qui sème les points récolte le fiasco ».
On aurait pu mettre un point d'interrogation. C'est une petite référence à MC Solar, je le dis pour les habitués du bistrot qui m'ont vu faire des recherches sur l'artiste cette semaine. On aurait pu appeler ça aussi les dogs se transforment en marmottes. Et là, c'est une référence cinématographique au film Un jour sans fin, qui célébrait le jour de la marmotte. Alors, c'est une référence que j'ai été chercher dans. C'est l'équipe qui faisait référence à ce film-là. Un film où on voit un reporter qui se lève tous les matins et tous les matins, la même journée se reproduit. Et donc, c'est un peu la sensation qu'on peut avoir avec les résultats du LOSC cette année. Alors, quelques stats sur ma lancée. Auxerre 1, Lille 1, donc 2 buts sur penalty. 8 tirs auxerrois, 14 tirs lillois. 4 tirs cadrés à Auxerre, 6 pour Lille. Le pourcentage est intéressant. On a 50% des tirs cadrés auxerrois contre 42% des tirs cadrés lillois. 30% de possession, 70% pour le LOSC. Là aussi, notre titre n'est absolument pas mis en danger. On finira à 75, je crois. On va finir à 75. Ça doit être l'objectif secret de Paulo Fonseca. On a 284 passes pour Auxerre, 679 pour le LOSC, 12 fautes partout, 0 carton jaune contre 1 pour le LOSC. C'est Fonte, je crois, qui prend un carton jaune. 2 hors-jeu contre 3, tout à fait, mérité. Et 4 corners partout, donc des stats à faire finalement rêver les joueurs de handball avec finalement beaucoup de possession et très peu de tirs, des stats qu'on a l'habitude de voir. Comment avez-vous vécu ce match? Quel est votre sentiment? Sachant qu'après, on reviendra sur vos tops et vos flops, et après, on reviendra une nouvelle fois, malheureusement, mais c'est un jour sans fin, la marmotte est présente sur le coaching peut-être de Paulo Fonseca, qui visiblement, la semaine dernière, n'a pas regardé le bistrot d'Aller le LOSC. Donc, Christophe de C, est-ce que tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. Mais comme tu le disais, le jour sans fin, bah, c'est comme les émissions qui se répètent, hein. J'ai vécu ça en replay, et donc du coup, avec un peu de recul, j'ai vraiment l'impression de voir toujours les mêmes matchs, malheureusement. Et puis, on se dit qu'à la 20e minute, il y a une action où on retrouve le joueur emblématique de ce match, c'est Bamba, qui, fidèle à lui-même, tout seul au 6 mètres, satellise une reprise de volée qui, pour un joueur normalement de ce niveau, doit finir au fond des buts. Et là, tu dis de toute façon que effectivement, tu vas revoir le même match que d'habitude. Alors, on est dans le contrôle, on est dans la sécurité. J'ai pas eu peur une seule fois, vraiment pas. Et finalement, on repart encore avec un partout et des points gâchés. Et voilà. Et puis, encore une fois, on se dit que c'est vraiment dommage, qu'il y a moyen de faire mieux, mais toujours la même chose, c'est lancinant. Enfin, voilà, c'est fatigant, c'est usant, et c'est pas tous les jours facile d'être supporter du LOSC en ce moment, hein. Alors, est-ce que c'est facile d'être supporter du LOSC, Christophe D? Ouais, moi j'ai franchement. Alors j'ai vu en décalé aussi. J'ai vrai que j'ai vu le lendemain parce que voilà, bref. Et du coup, franchement, c'est un match agréable à voir. Oui. Faut prendre comme ça maintenant. Faut pas s'emmerder. C'est un match agréable à voir. Ça a perdu beaucoup. Il y avait beaucoup d'occasions. On a beaucoup tiré à côté parce qu'on a 6 tirs cadrés, mais faut voir ce qu'on a en danger, hein. Il y a Bamba, il y a On a Alexandre. 14 moins 6, ça fait 8. Hein. Ouais, mais on a balancé des balles à 6 mètres du but quand on tire au-dessus, quoi. Oui. C'est magnifique, quoi. C'est ça En qui est beau. fait, les stats précises, c'est 8 tirs non cadrés et 2 pigeons morts. Ouais, Ce sont les mais stats voilà, officiels du match. et c'est Au comme ça rugby, qu'il on faut serait voir, fort, quoi. hein. Ouais. Au rugby, on met des pénalités, hein. Je pense que si on veut pas déprimer, il faut le voir comme ça. Et en fait, le jeu, ben voilà, ça a plus joué, je trouve, que le match contre Montpellier. On a plus été de l'avant. On a vraiment été beaucoup de l'avant, franchement. Après, bon, on parlera des joueurs, mais quand Christophe parlait de Bamba, je pense que c'est un mec qui a plus aucune idée, quoi. Je sais pas ce qu'il a c'est sa vie, mais ce mec-là devrait plus être sur le terrain. Et j'en veux pas à Bamba, c'est un Ne super joueur. ne donne pas d'indice sur ta liste des tops, s'il te Mais plaît. il n'a pas, il a pas vraiment d'idée dans le jeu. Et c'est ce qui manque un peu en fait dans cette équipe. Bon, elle est dominatrice. On n'a peut-être jamais joué aussi bien au football. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment ça, c'est propre, hein. Mais on manque d'idées dans les 20 derniers mètres, quoi. On n'a pas le jump. On n'a pas le truc qui fait que, tiens, bah, c'était intéressant de tirer à ce moment-là. Maintenant, je vais faire un crochet, puis je vais remettre derrière. Bah non, il fallait tirer. Et puis là, je vais tirer. Bah non, il fallait pas tirer. Et franchement, c'est pas. Auxerre, en effet, n'a pas été dangereux.
Il n'y a que Cabella qui était dangereux. Mais Auxerre n'a pas été dangereux. Et franchement, on n'a eu aucun. Mais il y avait, je suis d'accord avec Christophe, il y a eu aucun risque. Et il y a eu des tirs à ras du poteau. Bon, là, on aurait dit nous. Mais même Chevalier, on avait l'impression qu'il n'était pas trop loin. Et sur le match, on était vraiment un match. Alors après, quand on regarde en différé, forcément, il n'y a pas de stress parce que ça fait un partout. Donc, si t'es pas trop con, tu stresses pas, quoi. Tu te maîtrises. Mais sinon. On sait jamais, hein, il peut y avoir un changement si la VAR est consultée. Ouais, comme le Belge qui va au ciné et puis qui parie en disant je savais pas qu'elle allait retomber sur la mine. Donc, voilà, je suis d'accord. Mais là, non, franchement, c'était un match agréable à regarder. Moi, c'est un beau spectacle. Ouais, merci, messieurs les Lillois. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai vu faire Non. un petit geste. Oui, non, mais c'est vrai, j'étais surtout d'accord avec le fait que Auxerre n'a jamais été dangereux dans ce match. C'est juste ça. Aucune peur. Alors peut-être que c'est le fait aussi du replay, mais je ne pense pas, en prenant le temps, en prenant des petites notes et tout ça, j'ai pas eu grand-chose à noter sur les actions auxerroises. Alors, les deux Christophe ont vu le match en replay. Julien, est-ce que tu l'as vu en pas décalé? Je l'ai vu en pas décalé, je l'ai même vu en coupé décalé parce que j'ai vu la première mi-temps en direct, après j'ai dû partir, donc j'ai regardé la deuxième en replay. C'était un super match, hein. On a consolidé notre 5e place, donc au classement tout va bien. Possession de balle 70%. J'ai vu un match très agréable. Pélissier, je pense, est un grand tacticien parce que ils n'ont pas refusé le jeu, ils ont joué quand même. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe et j'ai vu un match de football agréable. Donc écoute, sachant qu'on consolide notre 5e place, que la 4e est toujours possible puisqu'on rencontre Monaco le 14 mai, j'ai envie de te dire que tout va bien, même si en effet en 2023, on a eu que 2 victoires à l'extérieur, à Rennes et à Toulouse. Et plus sérieusement, c'est incroyable cette médiocrité à l'extérieur. Mais pourquoi on est si peu confiant? C'est pas de la faute des supporters. Ils étaient encore 1000 dans le parcage ce week-end et on n'a pas entendu qu'eux. Les Auxerrois ont pas mal chanté, mais on a beaucoup entendu les Lillois pendant ce match. Donc, franchement, il y a du bruit, ça encourage et les mecs, ils peuvent pas dire oh là là, on subit la pression des supporters adverses à l'extérieur. Donc, c'est quoi? Les pelouses sont plutôt plus belles à l'extérieur que chez nous. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est si compliqué, mais surtout, pourquoi on manque tellement de réalisme. Pourquoi à Lille, on est réaliste et à l'extérieur, on n'est pas réaliste? Et là, je ne sais pas, hormis des éléments psychologiques, j'arrive pas à l'expliquer parce que on a parlé de Bamba au-dessus. Vous voulez qu'on parle d'Angel Gomez? Angel Gomez qui est dans l'équipe type, qui prend 7 dans l'équipe et qui 2 fois, là, j'avais noté 46e et 89e, tue 2 pigeons et il a 7. Mais c'est vrai, mais 7 quoi? Parce qu'il fait des belles passes? Putain, pas seulement. Et pas seulement. Son placement au milieu était magnifique. Ouais. Vous voulez pas attendre la partie sur les tops et les flops C'est un truc de fou. Il faut tuer ce match. Si tu prends Bamba, David, Angel Gomez, on peut finir à 4-0 ce match si Cabella il se prend pas les pieds dans le mec là. C'est un truc de malade et je ne comprends pas. Donc, on va chercher des explications. Moi, je vous le dis tout de suite, j'en ai aucune. Je ne comprends pas pourquoi on est si peu réaliste à l'extérieur. Je ne comprends pas, alors qu'on joue tout aussi bien, alors qu'on a le pied sur le ballon, alors que, on en parlera peut-être dans les tops et les flops, la défense, c'était costaud. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, sauf à dire sur ce match-là, et je l'avais dit dès la semaine dernière, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu bon au concours des pronos, j'avais dit un partout. En effet, comme quand Benjamin André n'est pas là, c'est plus compliqué. Alors, vu que vous avez décidé de détruire mon conducteur, je vais lire les commentaires de nos amis sur les réseaux sociaux qui reviennent sur le match des filles. Alors, tant pis, on s'en fout du conducteur. Hein. De toute façon, au replay, vous ferez des allers-retours, vous débrouillez. On mettra un petit... À Auxerre, c'est Émile Louis, le conducteur. C'est vrai. C'est vrai. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, pas sur Émile Louis, mais sur un détail qui m'a un petit peu amusé à Auxerre. Donc, je reviens. Donc, on a Capenoul qui suggère le LOSC doit honorer les féminines samedi prochain lors du match contre Ajaccio. Donc oui, j'ai pas voulu relever. Je te remercie de l'avoir fait à ma place. Pour une fois, il n'y aura pas que moi qui fera des blagues au-dessus de la ceinture.
Donc Valentino qui nous dit bonjour à vous. Ce serait pas mal que les féminines soient présentes à Pierre-Mauroy pour les ovationner comme des championnes. C'est normal. Tout à fait. On l'a vu tout à l'heure. On y reviendra sur les J'ai calculs presque savants. J'étais présent toujours lui à Luchin, c'était magique. La proximité des filles, c'était pas mal du tout. Dommage que ce ne soit pas le cas avec les garçons du LOSC. Alors Damien, par rapport au calcul des titres pour le titre de champion, lui dit que c'est un des problèmes des poules de D2. Elles sont complètement déséquilibrées depuis 3 ans, donc ce qui peut expliquer effectivement les points gagnés par les meilleurs d'entre eux. On a toujours eu des problèmes de titre à Lille. Absolument. Enfin, moins que... On a eu des problèmes de titres, moins que certains qui en ont beaucoup moins. Pas des problèmes, mais des titres. Alors, ça l'a perturbé. Gildas, c'est écrit en tout petit les commentaires, et si vous me perturbez dans ma concentration, je suis obligé de revenir à chaque fois. Donc, Gildas, une histoire sans fin, toujours la même rengaine avec notre LOSC. Trifred, notre devise cette année, posséder n'est pas gagné. Et notre logo, une grappe de raisin, car on vendange à mort. Oui, je l'avais déjà dit à une précédente émission, il n'y a que pour les meubles que possession vaut titre. Hein. Le reste, c'est pas tout à fait. Oh là là, cours de droit au bistrot. Ouais, c'est comme ça, stack, stack. C'est beau, hein, c'est beau. Je sais, je suis parfois impressionnant. Les mêmes acteurs jouent toujours la même pièce désespérante pour Gildas. Thierry, il faut mettre Goodmanson à la place de Bamba. Et donc là, on rentre déjà dans les top et flops. En tout cas, on a un indice sur le top ou le flop de notre ami Thierry. Capenoul, pourquoi emmener des remplaçants si c'est pour les laisser sur le banc? C'est un message de Fonseca aux dirigeants. Jean-Michel, après le gap de qualité entre l'extérieur et domicile n'est pas si énorme. Gildas, on consolide notre première place à la possession et au tir sur les poteaux. C'est le principal, on est content. Donc, c'est vrai qu'on aura 2 statistiques, plus les expected goals. On a 3 domaines où on aura un titre cette année. Ça va être déjà 3 fois plus que nos voisins du Pas-de-Calais. Donc, on joue très souvent le toit fermé. Ça peut changer à l'extérieur. Soleil gênant à Angers, peut-être. Donc, ça, c'est pour François. Francis, il fait une blague, là. C'était pour rire, je pense. François. Je pense aussi. Hein. Oui, Francis, oui. Francis ou François, vous appelez Francis. Oui, ouais. Francis. Alors, je revenais sur ce qui m'a amusé au match d'Auxerre, c'est que j'entendais les supporters auxerrois qui chantaient assez fort à certains moments. Et en fait, je me suis rendu compte sur les plans de la caméra que les chants des Auxerrois étaient lancés un peu comme aux États-Unis avec des messages sur l'écran en plein match. Et ça m'a un peu amusé. Alors, je sais qu'à Lille, vous avez dit, on fait ça pour la chanson, pour l'hymne du LOSC au tu début. sais pourquoi ils font ça? Parce que l'actionnaire est chinois, c'est les méthodes chinoises. Voilà. Alors, des méthodes asiatiques. Il chantait en français. Hein, et j'ai pas vu les supporters auxerrois manger des nouilles sautées pendant qu'ils chantaient. Mais bon, non, mais il y a beaucoup de pubs chinoises en revanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est au bord du terrain, beaucoup de pubs écrits en chinois. Voilà, donc on va pouvoir passer après cette longue introduction sur vos tops et vos flops. Alors, je sais, Christophe, j'ai pu oser dire une phrase, hein, c'est pas possible. Alors, vu que ça te fait rire, je vais commencer par toi, Christophe. Est-ce que tu veux introduire, après cette longue introduction, ta liste des tops et des flops lillois? Et est-ce qu'il y a un joueur à Auxerre qui t'a marqué dans un sens ou dans l'autre? Alors, en top, moi, je mettrais. Alors, je suis d'accord avec la note de 7 pour Angel. Et je pense que vraiment, Angel Gomez, c'est un tout jeune. Hein, il a 22-23 ans, je ne sais pas quel âge il a. Ce mec-là, dans 2 ans, c'est un grand. Enfin, c'est un grand tout petit, mais ça sera un grand. Ça va être vraiment un grand. Je pense que franchement, ce mec-là, il va finir dans un top club, c'est pas possible autrement. Il a tout. Il a le placement, il a les passes. Il lui manque le sens du but et ça se travaille, je pense. Et en plus, c'est même pas forcément son rôle. Il peut distribuer. Bon, bref. Non, je ne peux pas entendre ça, vieux. C'est pas son rôle. T'es devant le but tout seul. T'es devant le but tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a Casbet qui tire un peu. Arrête. Après, c'est pour ça qu'il a une note de 7 et pas une note de 8. Hein. Ouais. C'est ça. C'est un top joueur et on verra qu'il finira dans un grand club. Enfin, plus grand club que le LOSC, ce qui n'est pas évident, mais je pense que ça lui arrivera. Pour moi, c'est vraiment un top joueur. Après, sur les flops, il y a un flop évident, c'est Bamba, parce que c'est pas le fait qu'il se bat, il court, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est juste qu'il a plus d'idées, quoi. Quand il arrive devant un défenseur, il ne sait pas s'il doit dribbler ou quoi.
C'est pas, c'est avant, moi, on se rappelle du Mamba tranchant qui pouvait prendre une défense à revers, faire une passe dans le dos, enfin, faire des belles passes, tout ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on l'a vu un peu en début d'année et là, il s'étiole. Alors, est-ce que c'est parce que son transfert est en jeu, il finit sa carrière au LOSC, il va aller à autre part, enfin, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, on voit bien que il n'est pas dans son assiette, quoi. Après, dans les autres je trouve que l'équipe, en général, elle a plutôt bien joué. J'ai pas d'autres flops à mettre. Après, j'ai bien aimé à Auxerre, alors j'ai pas les noms des gars, hein, mais l'attaquant gauche, un petit jeune, je sais pas comment il s'appelle, qui était vachement bon, je trouve qu'il est puissant. Le gars, il va au défi, enfin, il va chercher les ballons. Et en général, la tactique de Pélissier, enfin, c'est un gars que j'aime beaucoup, Pélissier. Et là, franchement, le gars, il n'a pas voulu jouer. Ils ont joué bas par moment, mais ils sont aussi projetés assez vite pour d'essayer de faire du pressing par moment sur la défense du LOSC. Et quand ils ont fait du pressing, on a vu qu'on était emmerdé plusieurs fois, mais ils n'ont pas fait tout le temps pendant le match, parce qu'ils savaient que s'ils faisaient ça pendant tout le match, ils auraient été crevés, ils auraient été cramés, ils auraient pris la valise derrière, quoi. Donc c'était une tactique vachement intelligente. Ils ont pressé par moment en essayant de récupérer un ballon pour marquer. Et derrière, ils sont venus se replier, un peu ce qu'on faisait à l'époque Vaïd. Et je trouve ça vraiment intéressant de sa part à Pélissier. De toute façon, il est loin d'être con, ce mec-là, et je pense qu'Auxerre va se sauver grâce à lui. Mais sinon, voilà, on avait le match. Ah si, je mettrais quand même un flop à Cabella, quand même, parce que Cabella, qui va dire dans tous les médias, je voulais qu'on aille voir la VAR, je voulais qu'on aille voir la VAR, mais tout le monde l'a vu, la VAR, à la télé, je te jure, hein, tu marches sur le pied du gars, le gars, s'il veut lever son pied, il peut pas, donc il tombe, c'est normal. Donc lui, avant de dire à tout le monde de voir la VAR, bah, il a qu'à la regarder l'image, et puis après, il se taira. Mais je pense que lui, il est bon avec ses pieds, et que seulement avec ses pieds, c'est ce qui fait la différence avec un grand joueur, c'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal, quoi. Christophe est en forme. Alors, vous pouvez nous faire part Oh la également. violence! Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux, donc vos tops, vos flops, partagez-les. On les partagera avec les autres auditeurs. Julien, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et flops? Ouais, en top, Alexandro, hein, je l'ai beaucoup critiqué en début de saison parce Écoute qu'il Christophe, a eu écoute Christophe, il a eu un temps d'adaptation, Oh, je peux pas comme ça. un temps d'adaptation un peu long. Et là, force est de constater qu'il a tenu la baraque. Et heureusement, parce que sur les 2 premiers corners, par exemple, Fonté est très fautif, se fait déborder, ne saute pas. Et on est vraiment à 2 doigts sur les 2 premiers corners d'être mené 2-0 au bout de 10 minutes. Et après, heureusement, Alexandro, il commence à s'imposer un peu plus sur les corners. Il passe devant tout le monde et c'est lui qui débarrasse. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé qu'il était performant. Et j'ajouterais en fait Diakité, Ismaili. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon match. Et globalement, hormis Fonté, j'ai trouvé que cette ligne arrière était de qualité. Dans les flops, évidemment, Bamba. C'est compliqué de le mettre ailleurs en ce moment. Ça me fait mal parce que vous savez que j'aime le joueur de devoir qu'il est. Mais là, dans le réalisme, dans l'intelligence de jeu et dans cette reprise de volée, qui est une reprise de volée d'amateur, hein, tu n'as pas le droit, tu dois au moins cadrer, la prendre correctement, c'est pas possible. Cabella, parce que tu ne peux pas provoquer un péno comme ça quand tu es censé être un des 2-3 leaders de l'équipe et que tu as 33 balais et que tu as autant roulé ta bosse, c'est interdit. Et puis, moi, dans les flops, je mets Angel pour son raté à la 46e, à la 89e, comme vous l'avez compris. Et j'ai été très choqué de cette note dans l'équipe. Voilà. Même si, en effet, il fait un bon match. Hein. Mais non, tu es devant le but. 46e, c'est pas possible. Et à la 89e, c'est ce ballon qui est renvoyé par la défense qui lui arrive. Alors, ouais, il y a du monde en face. Mais tu cadres, tu n'avais pas 10 mètres au-dessus. Au moins, tu cadres. Franchement, s'il avait tapé dans les jambes, mais cadré, j'aurais rien dit. Mais tu n'as pas le droit de faire ce qu'il fait, quoi. On peut encore gagner le match à ce moment-là. Il a des crampes juste avant et quand il tire, il ne redresse pas du tout son corps. Il tire. Qui mange de la soupe, alors. Il tire comme il est. Non, mais il tire comme il est. Et attendez, Alexandro aussi, il a eu des crampes. Hein. C'était pas le seul. La preuve, c'est donné, les gars. Alexandro aussi a eu des crampes, non? Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais. Mais Angel, il tire, tu te regardes l'action, il a des crampes juste avant, et quand il tire comme il est. Il ne fait pas l'effort de se tourner ni rien, il tire comme il est. Et donc, il n'est pas en face du but. C'est le seul petit problème. Donc, si tu as 2 crampés dans ton équipe, je rajoute un flop à Fonseca alors. Et On- d'autres l'ont dit. Pourquoi il n'y a pas de remplacement avant, quoi. Ouais, On je suis va, d'accord. C'est ce pas sera, Je suis possible. d'accord. ce sera notre Surtout que tu as partie Lenny qui magazine. peut rentrer. Ce sera notre Ouais, je suis partie d'accord. magazine après, effectivement. Il y a des interrogations sur le coaching de Fonseca. Et encore une fois, face à celui de Pélissier, finalement, qui fait certainement, en tout cas, remporter la décision vers le point du match nul. Alors, Christophe C., la question, avant de lire les commentaires sur les réseaux sociaux, je te la pose. Pardon, je vais lire un commentaire. Est-ce que Angel Gomez devrait manger de la soupe? Je ne sais pas s'il devrait manger de la soupe, mais il devrait regarder sur son côté gauche, notamment parce qu'il y a une occasion qui rate complètement. Je suis d'accord avec Julien. Il peut aussi faire l'effort et la mettre à Bamba, même si Bamba rate plein de choses. Bamba est seul, il lui met pas. Là, c'est même plus, enfin voilà, c'est pas pardonnable ce genre d'action. Alors en plus, c'est pas la 80e minute, non, c'est la 45e ou la 46e, mais c'est pas le seul sur ce match-là. Il y a plein de choses que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le match de Zegrova, qui encore une fois est retombé dans des péchés mignons qu'il a tout le temps de jouer individuel, de pas participer au jeu de l'équipe. J'ai pas aimé l'animation offensive côté droit avec un Diakité qui, contrairement à Julien, moi j'ai pas aimé son match et il a mis en difficulté justement José Fonte. Si José Fonte prend un carton, c'est de la faute de Diakité. Il ne sait pas se positionner, mais c'est de la faute de Diakité, mais également énormément de Fonseca, parce que Fonseca, encore une fois, il fait rentrer des joueurs qui remplacent, voilà, Bamba, il tarde à le sortir parce qu'il ne doit pas attendre aussi longtemps. Il met Weah qui joue à ce poste-là, qui n'a pas joué une seule fois cette saison. Il a joué partout sauf au poste de Weah, il le fait rentrer là. Et on a perdu un joueur pendant 15 minutes qui a absolument rien apporté sur son entrée. On voit qu'il est vif, mais il peut apporter plus que ça. Il y a ce poste-là, il n'a aucun repère. Ça n'a rien à ajouter au jeu de l'équipe. Zegrova, je l'aurais sorti également beaucoup plus tôt parce que ça n'apporte rien. Il n'y a pas d'échange avec Diakité. Le côté droit était très, très faible. Il y a eu plein de choses comme ça pendant ce match. Alors, des tops, il y en a. Effectivement, Alessandro, juste pour une action. À la 87e, il fait juste un pas en avant. Ça nous sauve un point sur cette action-là. Il y a hors-jeu, du coup, de l'attaquant auxerrois. Et là, on peut repartir encore une fois en se disant, mais putain de merde, excusez-moi pour les gros mots, mais on maîtrise un match incroyable dans la domination et on repart encore avec 0 points si Alessandro n'a pas l'intelligence justement de faire ce pas en avant. Donc là, rien que pour cette action-là, je lui mets 5 étoiles. Et puis dans mes flops, moi j'avais mis clairement, j'ai pas mis Bamba, j'ai pas mis les autres, j'ai mis Fonseca. Pour moi, si on gagne pas ce match-là, c'est la faute de Fonseca. On va y revenir tout de suite. Est-ce que Zegrova finalement ne confirme pas ce qu'on a tendance plutôt à dire depuis quelques semaines, c'est qu'il est un super sub et pas un titulaire? Oui, il confirme parfaitement ses limites. J'ai l'impression, et moi ça me gêne parce que je vois bien la hype qu'il y a autour de lui, les demandes qu'il y a autour de lui, tous ces gens qui disent titulaire, titulaire. Mais quand il est titulaire, c'est compliqué. Il est toujours beaucoup plus pertinent quand il rentre. Il rentre devant une défense fatiguée. Et en effet, devant une défense fatiguée, son coup de rein, sa vivacité, sa vitesse et même parfois son individualisme, ça fait des miracles. Mais titulaire, quand on te demande de créer du jeu, d'être intelligent collectivement, moi, je trouve que tes mots sont justes, Christophe. Il montre ses limites aujourd'hui en termes d'intelligence de jeu. Mais il plaît beaucoup aux joueurs de PlayStation. Hein. Il plaît beaucoup aux joueurs de PlayStation. Je trouve dur parce que moi j'étais. Tu t'y connais. Non, sur PlayStation, non, pas du tout. Mais en dureté. Ah ouais, je le trouve dur envers Zegrova parce que moi aussi j'étais dur avec lui, mais je trouve que là, quand même, son jeu, il a pas trop compliqué son jeu là. Mais il y a des centres qui sont vachement pertinents si tu joues avec 2 attaquants devant, quoi. Là, on joue avec une équipe. Tu mets Zegrova, tu lui demandes de centrer, il a fait des centres au cordeau qui étaient vachement bien, sauf que tu joues avec David quand il a le temps de revenir au centre parce qu'il doit faire plein de choses à côté, et tu n'as que lui. Et donc, dans la surface, on manque un peu de personnes. Bamba, il n'est pas venu beaucoup. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de centrer dans cette équipe. C'est ça qui est embêtant aussi. C'est dans notre façon de jouer, un joueur qui déborde et qui centre, à quoi ça sert? Bizarrement, tu vois, j'ai noté une action. Il y a une très belle action sur le côté droit avec Cabella et André Gomez, avec 2 joueurs qui font exactement le même appel dans la surface. Dans les 6 mètres, on a Joe David et on a Joe Bamba. Et les 2 font exactement
le même appel, la même action. Et le centre, il vient pas de Zegrova, il vient de Cabella, je crois, et c'est vraiment dommage. Mais là, par contre, je pense que le problème, c'est pas les centres, c'est pas les joueurs dans la surface. Il y a aussi peut-être une approche tactique un peu qui peut être différente de temps en temps, et les systèmes offensifs qui peuvent être un petit peu plus travaillés, je pense, par Fonseca. Ou c'est On a quand peut-être même pour faire tout le temps les mêmes choses, les petits jeux intérieurs, et puis voilà. le même appel de Bamba et David, c'est peut-être pour faire comme les jumeaux dans Olive et Tom, hein. Ouais, peut-être, C'est peut-être. pas. Juste un truc, on n'a pas parlé de Léon, pardon, mais ce gardien, il sort un grand match, c'est le gardien remplaçant. Ce qui est juste saoulant, c'est que Léon fait un grand match, Bernardoni fait un grand match, Donnarumma fait un grand match. En fait, tous les gardiens font des grands matchs contre nous, et peut-être pas tellement parce qu'ils font des gros matchs, mais aussi parce que on tire beaucoup sur eux, quoi. Donc les mecs, ils brillent. Alors, après cette distribution générale de soupe, je voudrais quand même vous donner les avis de certains internautes. Alors, il y a déjà beaucoup de réactions par rapport au sort de Fonseca l'année prochaine. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Il y a eu quelques informations vérifiées ou non, on n'en sait rien, mais qui sont sorties cette semaine. On va faire un petit aparté. Sinon, Capenoul, top Ismaili, Alexandro et le parquage. Anthony qui nous dit Angel Gomez, Marcel Vieux, c'est le même style de joueur à part la taille. C'est pour ça que j'ai ri. Devant le but, c'est tout pareil. Donc, c'est pour ça qu'il le défend. Hein. Comment tu veux pas rire quand tu dis ça? Donc, c'est moitié tout pareil, tout pareil. C'est pour ça qu'il est fan. C'est le même joueur. Oh, c'est pas grave de pas marquer de but. Hein. Oh. C'est pas pour ça. Finalement, c'est le spécialiste. Hein. Il lit dans le jeu de Gomez comme dans un livre, Christophe. C'est merveilleux. Alors, Gildas, la saison de Bamba est vraiment terrifiante. Capenoul, Flop, Cabella, Bamba, André Gomez et Fonseca pour son coaching. François, il joue tous les matchs, c'est quand le turnover. Les changements trop tardifs pour Zitoun. Ouéa, ailier droit et Zegrova remplaçant pour Thierry. Le top, le parquage lillois pour Valentino. Zegrova qui rejoint l'analyse de Julien est meilleur quand il est super sub. Jean-Michel qui nous dit j'ai perdu. Jean-Michel qui nous dit Zegrova n'a pas le droit de passer à côté de temps en temps. On parle de David. Donc lui, il évoque Jean-Michel qui est un grand défenseur de Zegrova, ça on le sait depuis des semaines. Par contre, c'est vrai que vous n'avez pas parlé de David. Aucun de vous trois n'a parlé de David. Non, parce que moi j'en ai pas parlé parce que c'est la suite des semaines précédentes et on ferait que se répéter. Depuis la trêve internationale, il est revenu fatigué et il est beaucoup moins incisif que les fois précédentes, mais il a vendangé. Hein. Quand le gardien vient à lui, là, quand il est tout seul, il doit piquer. Enfin, il pique alors qu'il peut dribbler. Il a largement le temps de faire une feinte à gauche, de dribbler à droite et d'aller marquer. Et il foire son piqué, là. Il a 3 tête à tête, il en réussit aucun, mais il fait tellement d'efforts. Ouais. Après, moi, on peut taper sur David, mais c'est quand même lui qui tient l'attaque. Hein. Je pense que sans David, je ne sais pas si on marque un but. Hein. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une fatigue psychologique. Le mec, il a enchaîné Coupe du Monde, les déplacements internationaux dans la foulée là, au mois de février-mars, etc. Il court toujours autant, vous l'avez dit, et c'est clair, c'est toujours aussi impressionnant, mais il lui manque cette fraîcheur cette vivacité d'esprit à un moment de se dire le choix, c'est pas de piquer là, le choix, c'est de dribbler, et il le fait pas. Nous, on ne l'a pas cité, mais par contre, il a été cité comme un flop hier soir dans l'émission de Vincent Copnor par des supporters lensois. J'ai trouvé ça extrêmement dur parce que c'est vrai qu'il a raté des occasions, mais on ne peut pas lui reprocher quand même tous ses efforts sur ce match et sur les autres matchs. Alors, il a moins de réussite. Effectivement, il ne marque que sur penalty, mais voilà, le job, il le fait et il a moins de réussite. Voilà. Et c'est pourquoi les Lensois disent ça. C'est juste pour la ramener avec Openda. C'est juste pour ça. Si tu es un peu le liant dans l'attaque, c'est parce qu'il y a David. Hein. C'est lui qui fait le liant. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Hein. Il vient chercher, il joue les 1-2. C'est un peu le joueur précieux. Alors, on a déjà beaucoup abordé le cas Fonseca dans les top et flop.
je voulais juste remettre dans le contexte. Encore une fois, on a une opposition entre un entraîneur, Pélissier, qui entraîne le petit club, entre guillemets, d'Auxerre. On a Fonseca qui prône le beau jeu. Encore une fois, on voit que finalement, tactiquement, je pense que Fonseca a pris une leçon. Enfin, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette analyse. Je fais référence encore une fois, comme contre Angers. Il y avait une situation en première mi-temps qui a été corrigée finalement par le staff à la mi-temps. Il y a eu finalement un recul, un repositionnement tactique qui fait que en deuxième mi-temps, on a été assez peu dangereux et qu'on s'est exposé effectivement à des occasions auxerroises. Et puis surtout, ce qui revient souvent dans l'analyse du match, encore une fois, très peu de remplacements. 3 cette fois-ci, donc c'est mieux que 2, mais 3 remplacements, ouais, à la 78e minute, Baleba à la 91e et Bayo à la 87e, alors que le but d'Auxerre était marqué à la 62e. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que vous avez compris la logique des remplacements de Fonseca ce week-end? Vas-y, Christophe. Moi, je pense que Fonseca, c'est un joueur, c'est un entraîneur de principe, un peu comme Bielsa ou comme Guardiola. Ces mecs, ils ont des principes, ils veulent absolument les appliquer et ils ont un peu de mal avec la réalité et à s'adapter au fait de match. Je trouve ça, c'est ce qui transparaît, quoi. Et en effet, je comprends pas qu'on change pas avant quand on voit qu'on doit être un peu plus offensif, même qu'on change pas la tactique du tout, parce que je ne comprends pas non plus ça. Je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de changer la tactique pour essayer justement de faire douter cette équipe auxerroise. Et non, le seul truc que je comprends, c'est que ce gars-là, il croit qu'il a des principes et que ces principes, ils vont marcher. Et que donc, il continue il a un coup, il continue à taper dessus tant que ça tant que ça rentre pas. Non, mais c'est assez bizarre la façon de faire, mais enfin, c'est une façon de penser, quoi. Le gars, il est persuadé de ses principes et il se dit que ça doit marcher. Et donc, quand ça marche pas, il y a un peu de mal à réagir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Julien, toi qui es un défenseur de Fonseca, du beau jeu de Fonseca, comment tu analyses ces derniers matchs? Il y a du beau jeu quand même. Alors que je l'ai défoncé sur France Bleu Nord la semaine dernière. Ah ouais, d'accord. Tu as fait ton hashtag Défonseca alors la semaine dernière. J'ai fait mon Défonseca la semaine dernière. Ah, non, mais je répondrai peut-être tout à l'heure. Moi, je pense simplement que c'est un message qu'il envoie à l'étang dans cette guerre interne aujourd'hui, dont on parlera juste après, entre l'étang et Fonseca. Tu réserves ta réponse, Christophe. Christophe, tu as déjà beaucoup abordé le sujet. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que tu dis 3, mais en fait, il remplace Angel Gomez par Baleba, mais à la 90e, parce que le pauvre garçon qui vient d'en mettre une au-dessus, il ne sait même plus marcher. Enfin, il est complètement sous l'effet des crampes. Il ressemble vraiment à Viox. Non, mais ouais, c'est ça. Mais après, le reste, c'est marrant parce que j'étais pas là la semaine dernière, mais il y a 15 jours, je crois que j'ai dit exactement la même chose que je vais redire ce soir encore, et peut-être que cette fois-là, il va nous écouter. C'est que c'est pas parce que tu rajoutes 2 attaquants que tu vas être plus dangereux. Alors, il sort Ismaili, alors du coup, il se prive encore d'un joueur latéral, comme disait Julien tout à l'heure. Du coup, on se prive encore d'un apport offensif. Alors, peut-être que simplement, c'est un problème de joueur, mais faire rentrer Bayo pour rajouter du poids dans l'axe alors qu'il n'y a rien qui arrive déjà, je ne vois pas ce que ça peut apporter, je ne vois pas le danger que ça crée. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il touche un ballon, je suis même pas sûr. Donc, effectivement, peut-être qu'un joueur comme Gudmundsson qui remplace Ismaili dans un vrai poste de latéral, pas de défenseur ni d'offensif, mais de latéral qui peut apporter quelque chose. Et de faire entrer, ouais, effectivement, ouais, c'est une très bonne idée de faire entrer 78, c'est un peu tard. Parce que vraiment là, le temps de se mettre dans son match, il y a les acides qui montent tout de suite. Donc, mais le faire entrer côté droit, Zegrova, qui apportait déjà pas grand-chose depuis le début du match, mais à la 80e, on le voyait même plus. Donc, enfin voilà, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas là aux entraînements, il a des idées. Et je pense qu'il veut pas trop changer parce que ça a tendance souvent à déséquilibrer les équipes. Il nous arrive souvent, quand il fait plein de changements, de prendre des buts derrière. Donc là, on n'en a pas pris, mais finalement, des changements là, à la 78, 90e, ça n'apporte strictement rien. Donc ça, au pisser dans un vélo, je vois pas trop de différence. Alors, le sujet Fonseca n'est pas complètement clos. C'est déjà très nettement abordé
sur les réseaux sociaux, on nous fait part de rumeurs des relations entre Létang et Fonseca. Elles sont alimentées notamment par des messages sur Twitter qui viennent notamment d'un Mohamed Toubak, qui est un observateur du foot de Ligue 1, qui a annoncé plusieurs, je ne vais pas dire des scoops, mais en tout cas des informations qui restent effectivement à vérifier. Julien, toi qui es spécialiste de Twitter, autant que de Fonseca, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce qui s'est dit sur ces réseaux sociaux? Ouais, Mohamed Toubache, il a participé à un space hier qui était organisé par Suiveur Lillois, qui a un compte d'infos sur le LOSC. Je ne suis pas sûr qu'il existe depuis si longtemps, mais la nature ayant horreur du vide, et comme il y a un grand trou dans la raquette depuis la fin du petit Lillois, il a pris pas mal de place. Donc hier soir… je crois qu'il y a une partie de l'équipe du petit Lillois qui est derrière ce compte. Suiveur Lillois, c'est fort possible. C'est fort possible. Et c'était plutôt bien mené. Donc Mohamed Toubachter, c'est l'ancien directeur de la communication d'Angers. Et s'il faut le présenter plus globalement, on va dire que c'est un commentateur avisé du foot, c'est un homme de médias et c'est un homme de réseau. Il est très proche de beaucoup de joueurs algériens, par exemple, ou marocains. Il nous dit quoi hier? Il explique d'abord un peu d'où viennent les joueurs, comment ils ont été recrutés et qu'est-ce qui se passe avec les joueurs actuellement. Alors, il y a une info, encore une fois, à vérifier, mais elle a été reprise en plus par certains sites à l'époque, qui voudrait que le cas Costil a été très mal négocié à l'époque, qui fait que Costil est malheureux aujourd'hui, dès son arrivée, parce qu'ils avaient un accord pour 1 an et demi de contrat, et quand il s'est pointé, il avait vidé son vestiaire d'Auxerre, finalement, il a signé pour 6 mois. C'est-à-dire que ce garçon qui est arrivé au mercato de janvier, en juin, il sera en fin de contrat. Donc, très, très dur pour lui, surtout à son âge. On apprend que, encore une fois, que Bayo serait le choix de Fonseca et pas le choix de Létang, que Létang voulait Ajorc et qu'il ne l'a pas eu parce que Fonseca a poussé pour que Bayo signe et Barnaba a accepté, d'où le fait qu'on soit sur cette grosse somme de 14 millions. Il fallait forcément l'accord de l'actionnaire pour un tel transfert. Pour ceux qui disent là dans le chat pourquoi Bayo ne rentre pas plus, pour lui, c'est très clair, et pourtant il dit j'aime beaucoup ce joueur, mais il dit que Bayo ne travaille pas, que Fonseca se sent trahi parce que c'est Fonseca qui le voulait, donc c'est encore plus dur pour lui parce qu'affectivement il se sent trahi par Bayo, qui n'est absolument pas sérieux à l'entraînement, qui s'invente des blessures, qui s'invente des trucs pour ne pas participer à tous les jeux. En gros, c'est un fumiste et un fainéant, c'est vraiment ça qui ressort entre les lignes et ce qui expliquerait qu'il joue très peu. Donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas plus. En revanche, Jonas Martin, qui serait plus un choix de Létang, travaille énormément et il y aurait beaucoup de joueurs en interne, dont Fonté, qui ne comprennent pas pourquoi il ne joue pas plus, pourquoi il ne joue pas des 15-20 minutes, alors qu'il est, d'après ce que dit notre ami Toubache, très performant à l'entraînement et surtout le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à en partir. C'est vraiment un des plus pros du groupe. Au niveau des arrivées… Alors, je voudrais préciser, parce que ça ressort déjà sur les réseaux sociaux, on vous donne l'info de ce qui est dit. Donne l'info. Voilà. Après, parce que ça buzz sur les réseaux. On ne qualifie pas les propos de Mohamed Toubache, hein, c'est un influenceur sur Twitter, essentiellement, et il faut toujours prendre ça avec le maximum de pincettes. On vous donne cette info, c'est à vous de les analyser par rapport à votre ressenti, à votre vécu de ce qui se passe au LOSC depuis le début de saison. Exactement. Et enfin, sur les joueurs et sur la saison prochaine, il confirme l'envie de Denis Bouanga de rentrer en Europe et de venir à Lille pour remplacer Bamba, qui ne serait pas en cours de négociation et donc dont l'aventure serait terminée avec Lille. Et il dit que lui, il est copain avec Bouanga et qu'il sait que Bouanga a regardé le match de Lille contre Auxerre en replay parce qu'il s'intéresse vraiment à cette équipe de Lille. Donc là, clairement, hier soir, il faisait du lobbying pour Bouanga, très clairement, à se demander s'il n'a pas des parts dans le transfert. Ouais, et dernier point… J'ai donné une autre info. Moi, j'ai regardé aussi le match en replay contre Auxerre. C'est pas pour ça que je vais signer au LOSC l'année prochaine. Hein. Et Bouanga, il aurait pu venir à l'émission. Hein. Dire ça va, quoi. Il bégueule, quoi. Et enfin, il dit qu'en effet, il y a des vraies envies de Wai de Montpellier, mais il indique que Wai de Montpellier, on sera entre 25 et 35 millions, et que même
si on vend bien Jonathan David, ça paraît compliqué de mettre des montants pareils, et surtout sur un joueur comme ça de Ligue 1, même s'il est jeune. Mais ce n'est pas là le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'explication de ce dont on a parlé plusieurs fois depuis quelques semaines, c'est-à-dire l'absence d'Olivier Létang. Létang qui a disparu, là on a tous fait le constat, on était sur un président omniprésent sur le bord de la touche, dans les couloirs, etc. Et depuis quelques semaines, mois, on ne le voit plus. Ça, c'est un constat qui est clair, c'est une info qu'on a déjà partagée, il n'y a pas à débattre là-dessus, ça c'est évident. Mais il l'explique, il dit que le 4 février 2023, on gagne contre Rennes, à Rennes 3-1. C'est peut-être un des plus beaux matchs qu'on ait fait de la saison. Pourquoi les joueurs ont aussi bien joué? Parce qu'avant le match, Fonseca aurait dit aux joueurs lusitaniens, donc à toute la bande des Portugais, qu'il annoncerait son départ après le match. Il était partant parce que le mercato s'était mal passé et qu'il y avait énormément de tensions avec Létang. C'est ce que dit Toubache hier soir. Pour lui, c'est très clair, il n'y a plus de communication entre les deux aujourd'hui et ce sera l'un ou l'autre en fin de saison. En sachant, et là c'est fou ce qu'il raconte, que la relation entre Létang et Barnaba est tendue, ce qui s'est passé au mercato n'est pas très bien passé, et le plus drôle, je vous ai gardé la cerise sur le gâteau, la femme de Barnaba n'aimerait pas Létang et ferait tout pour que Létang se casse en fin de saison, et donc Fonseca resterait et Létang partirait. Donc voilà les informations de Toubache hier soir, on en fait ce qu'on veut. Moi, le truc qui m'intéressait, c'est d'abord de savoir qui a recruté qui, parce que je pense quand il dit Bayo, c'est un choix de Fonseca, un genre voulait Létang, etc., c'est plausible. Et c'est plutôt intéressant de le savoir justement sur les rapports entre les hommes et le fait que Fonseca se sente trahi par le peu d'investissement de Bayo à l'entraînement. Ça, je trouve ça intéressant. Et face à quelque chose qui est factuel, qui est pas la mise à l'écart, mais le fait qu'on voit beaucoup moins Létang depuis quelques semaines, avoir cette info qui ferait qu'il y aurait eu cette tension, que Fonseca aurait annoncé son départ, que les joueurs lui auraient demandé de rester et qui serait resté pour les joueurs et qui font ce match incroyable justement contre Rennes dans la foulée, c'est intéressant. Et comme tu disais, François, on fait ce qu'on veut de ces infos, rumeurs, on appelle ça comme on veut, surtout que Toubache, il a dit quand même quelques conneries dans son historique sur Twitter, mais malgré tout, c'est un insider, c'est un mec qui a du réseau, c'est un mec qui passe beaucoup de coups de fil et qui parle à beaucoup de gens, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Moi, je ne peux pas m'empêcher, quand j'entends tout ce qu'il dit sur Bouanga, de me dire qu'il espère un transfert parce qu'il va prendre une part du transfert quand il pousse aussi fort sur Bouanga, par exemple. Oui. Donc, c'est des mecs dont il faut quand même un peu se méfier. Il veut récupérer les fruits du transfert parce qu'il sait que dans Bouanga, il y a des fruits. Alors là, il faut être vieux pour la comprendre, celle-là. C'est vrai, mais pas peut-être. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires. On parle des sujets qui buzzent. On évoque où va se trouver Fonseca l'année prochaine, qui va remplacer Létang. Donc, on n'est pas là pour donner des réponses, on n'en a pas. On vous donne que cette info. C'est un sujet de débat. Capenoul qui rappelle que c'est le même Toubache qui nous promettait Cazerie et Nordin la saison dernière. Donc, il n'a pas toujours la science infuse, la preuve. Donc, vous prendrez ces informations avec les pincettes qu'il faudra. Les deux, Christophe, que pensez-vous de ces informations? Comment vous analysez ça? Est-ce que vous vous attendez à une intersaison mouvementée du côté du LOSC? Christophe D. Moi, déjà, je me demande si Madame Bernaba, c'est pas l'étang du Nord qu'elle n'aime pas. En fait, c'est peut-être une expression, c'est l'accent qui fait qu'il y a une confusion. Mais sinon, par rapport à la saison, c'est toujours le même problème. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui nous dirige. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le directeur administratif, M. Létang, va rester ou est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Le principal, c'est que Sylvain Armand soit encore là pour faire barbecue, sinon ils vont s'emmerder. Donc on garde les bases. Et puis après, le reste, le problème du LOSC, c'est un problème important quand même, c'est que on ne sait pas bien comment on est dirigé et ce qui est susceptible de se passer. On sait bien qu'on dépend d'un fonds, bon, voilà, Elliott ou je ne sais plus lequel maintenant, qui nous dirige. Et ces gens-là, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, s'ils ont envie de mettre de l'argent, ils en mettent. Ils n'ont pas envie, ils n'en mettent pas.
Ils ont envie de changer les choses, ils changent. Ils n'ont pas envie, ils ne changent pas. Donc, bon, c'est pour ça, je disais ça avec dérision sur le match d'Auxerre. Profitons, on voit du football, ça joue et rien pas plus. Ben, c'est un peu mon état d'esprit parce que c'est tellement. On n'est plus dans l'époque où on avait des présidents qui tenaient le club à bout de bras, qui ramenaient des fonds comme ils pouvaient et qui essayaient de bâtir une équipe sur 2, 3 ans. Là, on n'est même plus là-dessus, quoi. On n'est plus sur 2, 3 ans, maintenant on est sur 6 mois, un an. Les gars, ils viennent en décembre, ils regardent s'ils restent ou s'ils vont s'en aller. Enfin, je veux dire, au point de vue amour du maillot, on a déjà vu mieux. Hein. Je pense qu'on a déjà vu beaucoup mieux. Et l'amour du maillot, c'est encore plus compliqué, quoi. Non, mais c'est franchement, je prends ça franchement comme un spectacle et j'ai tendance à me détacher un peu de l'aspect, comment dire, croire à un club sur la durée. Ben, Lille, ça reste mon club et ça restera toujours mon club. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des jeunes derrière? Il y a Euro. Est-ce qu'ils vont pas vendre Euro cet été parce qu'ils ont envie de racheter je sais pas qui à la place? On ne sait pas ça. Moi, c'est ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait du centre de formation. Là, je suis un peu l'histoire, je suis un peu. Bon, ben, c'est un peu compliqué, hein, l'équipe B avec les jeunes de 2004-2005, ils ont galéré dans le foot. Voilà, ils sont en train ils ont recherché 3 joueurs un peu plus expérimentés à l'intersaison pour essayer de bricoler une équipe qui va se sauver. J'ai pas l'impression que le projet il marche super bien. Après, quand on avait eu Vandame, il avait dit c'est un projet à 3, 4 ans, donc on n'y est pas encore. On est dans la première année, donc il faut encore attendre un an ou deux. Mais pour l'instant, je vois pas trop où on va. Et je ne sais pas vraiment où on va. Tiens, pour info, comme ça parlait de la femme de Barnaba, je suis allé voir un peu de qui il s'agissait. Et c'est quand même un truc de fou parce qu'on est dans la haute finance internationale. Elle a été mêlée à des soupçons de corruption dans le cadre de l'élection de Liz Truss, la fameuse première ministre anglaise qui est restée 45 jours. Et elle a fait un don de 100 000 euros à son parti conservateur. Donc là, on parle bien de la femme de Barnaba qui elle-même travaille dans la haute finance. Donc elle est mouillée dans une affaire pas très claire auprès des conservateurs, des Tories anglais. Il suffit de taper son nom dans Twitter, vous allez voir toutes les coupures de presse. Alors, tout est écrit en anglais, il n'y a rien en français. Toutes les coupures de presse qui sortent là-dessus. Et sur son fameux don, en 2 fois versement de 50 000 livres au Parti conservateur. Et les questions, c'est mais pourquoi ces dons? Qu'est-ce qu'elle attend en retour, etc. Et là, ça parle à moitié de corruption avec le fonds de son mari, etc. Donc, on voit quand même qu'on nage dans un truc qui n'est pas terrible. On n'a pas trop envie que nos actionnaires baignent dans des trucs comme ça. Et pourtant, quand on tape le nom de l'épouse de notre... quoi. Voilà. Et ça, ce n'était pas des infos de Mohamed Toubache. Non, ça, c'est moi, ça. Vous pouvez vérifier, ça c'est vrai. On en est sûr. Christophe C., comment tu vois ça? Est-ce que tu vois en Madame Barnaba la remplaçante idéale d'Olivier Létang, elle qui est spécialiste de la finance? Olivier Létang, dont les relations avec les investisseurs semblent avoir touché le fond. Ouais, moi, je pense avec beaucoup de détachement. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de suivre mon équipe, mais tout ça, je le suis vraiment de très loin. Alors, choix de l'étang à Jorque, j'ai regardé là, il a mis 6 buts cette année. Choix de Barnab, truc là, machin. Et Bayo, il a mis 4 buts cette année, donc choix de l'un, choix de l'autre, ça aurait été forcément des mauvais choix finalement, parce que les deux auraient été des échecs. Je pense qu'il n'aurait pas plus réussi à Lille qu'il a réussi à Mayence, à Jorque et Bayo. Je pense que c'était une erreur dès le départ de mettre autant d'argent sur un joueur aussi instable, parce qu'il suffit d'aller voir dans son CV ce garçon. Alors s'il travaille pas cette année, c'est pas cette année qu'il aurait commencé parce qu'il a jamais travaillé. Il a jamais travaillé, quel que soit le club, il a jamais bossé ce garçon. Donc l'esprit du club lillois, c'est quoi? C'est pas des baillots. Enfin voilà, moi je me retrouve plus du tout dans ces joueurs. Je me retrouve plus vraiment dans ce football. Et la période qu'on va attaquer là ne m'intéresse, mais alors vraiment pas. Et je vais certainement pas m'y attacher avec le temps qui va avancer. Enfin voilà, j'ai qu'une hâte, c'est que le championnat reprenne et que la fin du mercato soit sifflée, quoi. Voilà, c'est vraiment pas une période qui m'intéresse et on le voit que de toute façon
personnellement, dans l'équipe, si ça tourne pas très bien cette année, enfin là, depuis quelque temps, c'est vraiment que chacun joue sa carte personnelle. On n'est plus dans un sport collectif depuis longtemps. Alors, il y a la finance, il y a la personne qui est mise en avant, le sport individuel qui est devenu prépondérant dans le football, et ça ne m'intéresse vraiment pas, quoi. De moins en moins, et je vais me mettre aux échecs, ça va, au moins je serai tout seul et je ferai mes choix. Bon, en tout cas, vous avez refroidi l'ambiance, hein, c'est climatisation sur les internautes du bistrot d'Aéros, qui sont d'ailleurs toujours aussi nombreux, hein, je vous en remercie. On a Guillaume qui nous dit très bonne analyse, Christophe. C'est mon ressenti, ce détachement, je le partage totalement. Difficile de s'identifier. Ajoutez à cela l'absence de directeur sportif et de vision. Jean-Marc, tout à fait. On n'est pas dirigé par des investisseurs, mais des gestionnaires financiers. Leur seul but, de récupérer leurs billes. Zitoun, les informations du soir font très peur pour la suite. Capenoul, Julien qui tape Madame Barnaba, on aura tout vu. J'ai bien dit Il suffit de taper son prénom et son nom, moi j'ai rien inventé. C'est qui tape, hein. On l'a bien prononcé, on l'a bien prononcé. Hein. Donc on a réunion du bistrot de vieux dépressifs pour Gérard. Arrête pas de rigoler. Bayo est un flop monumental, une erreur de casting incroyable quand on voit Lens prendre Openda pour moins cher. Donc ça, c'est toujours Guillaume. Thierry, vu tout cela, vaut mieux ne pas jouer l'Europe l'année prochaine. Voilà, c'est... Non. Tout le monde est dépressif. Comme on est dans le business et on n'en a même pas parlé, les comptes des clubs de Ligue 1 sont sortis. Oui. Donc il y a 600 millions de déficit au niveau de l'ensemble des clubs français. C'est abyssal, c'est inquiétant. Et il y a un club, alors qui est toujours en déficit, mais qui s'en sort quand même bien et qui a des comptes qui sont bien plus beaux que ce qu'ils étaient avant, c'est le LOSC. Grâce à ce grand parcours européen qu'on a fait l'an dernier. Donc, merci à Gourvenec. Quoi qu'on en pense, ce parcours en Champions League a rapporté énormément d'argent et il est un des responsables du redressement du club. On en pense ce qu'on veut, mais ça rapporte beaucoup plus de se qualifier et d'aller jouer Chelsea comme on l'a fait que de finir 3, 4 ou 5 du championnat de Ligue 1. Donc, merci Gourvenec pour ça et bravo à l'étang parce que sur ce sujet-là des comptes, il a bien fait le job. Et pour rappel, le parcours d'Olivier Létang, c'est joueur salarié à Reims et en tant que, alors joueur salarié, bien sûr il est payé, mais je veux dire employé du club de Reims en même temps, il avait la double casquette et c'était quoi son métier? C'était directeur administratif et financier quand Reims de mémoire était en national et pas encore en D2. Donc c'est son métier de base. C'est un mec qui est un financier, il a redressé les finances, mais tout ce qu'on entend sur lui aujourd'hui, sur sa relation avec les gens, c'est tout ce qu'on a toujours entendu finalement dans les autres clubs. C'était tendu à Rennes, c'était tendu à Paris. Donc, soit tout le monde en veut à ce garçon et à chaque fois lui tombe sur le paletot, soit réellement c'est quelqu'un qui a des rapports facilement conflictuels avec les gens avec qui il travaille. Et son job veut ça. En même temps, son job veut ça. Voilà. Je n'ai pas les chiffres tout à fait en tête, mais c'est vrai que les résultats hors transfert étaient légèrement déficitaires. Alors, pour vous mettre en rapport, c'était une quarantaine de millions, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, tu je crois confirmes, que c'est ça, ouais. Une quarantaine de millions de déficit, en sachant que le résultat moyen, donc 600 millions de pertes pour tous les clubs. Donc, je vous laisse faire la moyenne. Donc, par contre, avec la balance des transferts excédentaires, on passe effectivement en situation globale positive pour cet exercice comptable. Il est 21h47. On a fait une distribution de soupe pour les joueurs, de Prozac pour les internautes. Donc, il est temps de passer à la dernière partie de cette émission. Ajaccio, ça se corse pour la course à l'Europe. Pour nous remettre un peu de toutes ces émotions, je vais revenir sur... Un peu de stats. Non, d'abord le jeu. Vous savez qu'on a un jeu cette semaine. Déjà, la comptabilité pour la dépression, c'était beau. Pardon? Finir une séquence dépression pour un peu de comptabilité, c'est vrai que ça on a fait tout, on a fait en sorte que tout se fasse pour la promotion du Prozac ce soir. On a été très bon en placement produit, encore une fois. Alors, il y a un jeu, vous savez, chaque semaine, on vous propose de gagner une place pour le prochain match. Cette semaine, on vous propose de gagner 2 places pour le match contre Ajaccio. 2 places pour le match contre Ajaccio dans la tribune nord avec le bistrot d'Aléosque. Le
le match a lieu, si je ne dis pas de bêtises, samedi, c'est ça samedi 17h. Samedi 17h. Donc, vous pouvez nous accompagner. Donc, il suffit, vous connaissez la règle du jeu, de répondre le plus rapidement possible sur les commentaires de la page Facebook de l'émission à une question. Une question qui nécessite souvent des connaissances footballistiques ou culturelles très importantes. Et on sait qu'au bistrot d'Alain Losc, vous, nos chers auditeurs, vous êtes des spécialistes. C'est pour ça que chaque semaine, on met la barre de plus en plus haut. Cette semaine, la question a un lien indirect avec le foot, et en tout cas avec l'actualité de cette semaine. Il va falloir que vous trouviez une chanson. Une chanson qui est en rapport avec l'actualité de la semaine. Et pour ça, je vais vous donner un indice, les 4 premières phrases. Vous êtes prêts? Le premier qui répond sur les réseaux sociaux, il gagne 2 places pour le match d'Ajaccio, sous réserve bien sûr qu'il soit disponible pour le match. Les 4 phrases de cette chanson dont vous devez deviner le titre et, n'ayons pas peur, l'interprète, sont la 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 l'air, la la la, la 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 l'air, la la la. À vous de jouer. Je vois que les piliers du bistrot sont circonspects. Non? Je vous le refais, parce que vous n'êtes pas bien compris peut-être le sens des paroles. J'ai rien compris. La 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 l'air, la 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 la, la 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 l'air, la 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 la. Ce sont les 4 premières phrases de cette chanson très célèbre. Alors, c'est pas très récent, hein, je dois l'admettre, et qui a un rapport direct avec l'actualité sportive du LOSC cette semaine. Vous pouvez y aller sur les réseaux sociaux. Il y a François qui lui demande de la refaire. Je l'ai refait, je ne vais pas le faire. Vous voulez pas que je la fasse en chantant non plus. C'est plus un indice que je vais faire. Je vais vous donner la réponse. Donc, ce n'est pas pour Jean-Marc le zizi de Pierre Perret, pas du tout. Mais allez-y, Patrick Sébastien, c'est pas Patrick Sébastien, c'est plus vieux que ça, et c'est plus en rapport avec l'actualité du LOSC cette semaine. Les piliers du bistrot sont extrêmement circonspects. Ouais, j'ai pas moi. Non, bah écoutez, pour vous, français ou pas c'est français. Pour vous laisser le temps de, les paroles sont françaises, ça s'entendait. Hein. C'est du français, c'est pas de l'anglais ou du nord-coréen. À la limite, nord-coréen, ça me paraît bien. Alors, Ditoun qui nous dit il faut arrêter l'apéro, c'est pas la bonne réponse. Guillaume Shazam trouve où est le titre, bon courage. C'est un chanteur corse, ça c'est un indice qui est intéressant. Mon beau sapin, je connais la réponse, mais je suis hors jeu comme Bourak pour Capenoul. Effectivement, Capenoul gagne toutes les semaines le concours et il vient jamais au match. Hein, donc tu réponds pas à Capenoul. Hein. François Astérix, Guillaume, c'est du reggae. Vous êtes assez loin pour l'instant, mais il y avait un indice intéressant dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller retrouver. J'ai bien aimé je suis hors jeu comme Bourak. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un ancien gardien, par exemple? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de sa carrière à ce niveau-là, mais si c'est un Espagnol dont tu parles, c'est pas lui. Non. Alors, je pensais à un ancien gardien corse. Ah non, c'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus, mais tu te rapproches, tu donnes des consignes. En tout cas, vous avez au moins maintenant une information dans laquelle des parties de ce soir concernent la chanson. Alors, Ajaccio, vous l'avez réclamé, vous les voulez. Les stats. Ajaccio, 19e de Ligue 1, donc 22 points, moins 10 par rapport je ne sais plus tellement j'écris mal. Au mon bateau. Donc, ce n'est pas Eric Morena, ce n'est pas lui non plus. Donc, à 22 points, à 10 points de la place de non relégable, donc très décroché, moins qu'Angers, mais en tout cas très décroché pour cette fin de saison. 6 victoires seulement, 4 nuls, 22 défaites. On a 58 buts contre, 22 buts pour, un goal average de moins 36 abyssal. Comme dirait l'autre, je ne sais pas si ça sent le sapin, mais en tout cas, ça sent déjà le pain Lariccio, qui est le Pinus Negra, c'est un pain corse, entre guillemets, donc ça sent pas très bon pour nos amis corses. Comment vous voyez ce match? C'est la question traditionnelle. Un match contre le 19e de l'avant-dernier de la Ligue 1, on se souvient du match contre le 20e.
Comment vous voyez ce match à Pierre-Mauroy? Est-ce que c'est une victoire obligatoire ou c'est un match qui peut être très difficile selon les habitudes, les mauvaises habitudes lilloises dans leurs hommages hebdomadaires à la marmotte? Qui veut commencer? Christophe, Christophe C? Vas-y. Allez, si tu veux. Je te sens motivé. Oui, Reprends un petit Prozac si. avant de... Si, parce que ce week-end, j'ai pas la chance de pouvoir être au stade. C'est dommage parce qu'on va affronter une équipe qui a pas gagné ses 7 derniers matchs. Donc, il n'y a pas de série qui s'arrête, hein. Non, non, là, vraiment, j'y crois pas. Mais je voudrais juste faire passer un message à Fonseca. Il y a quelques mois de ça, il avait promis une journée de repos supplémentaire si son équipe menait 2-0 au bout de 20 minutes. Donc, je pense qu'il peut recommencer ce challenge. Ça leur ferait du bien. Et si on pouvait passer un match tranquille pour ceux qui seront au stade, sans trop de stress et en prenant du plaisir, parce que je pense que le plaisir viendra que avec la victoire et sans avoir le stress de se dire, tiens, on va en prendre un, ça va remettre en cause notre match. Ce serait bien quand même pour tout notre public là qui suit et notamment pour tous ceux qui ont fait les déplacements, s'ils pouvaient voir une victoire au stade, ça leur ferait du bien aussi. Alors, il y a plein de réponses sur les réseaux sociaux, mais toujours pas de bonnes réponses. Donc, on a Damien qui nous propose les vendanges de l'amour, Jean-Marc qui nous propose Patrick Fiori, je l'avais oublié celui-là, je l'avais oublié. Il y a François qui essaye de tricher en disant Capenoul, qui avait trouvé la chanson, vient en privé pour essayer d'avoir l'information pour venir au match. Et Trifred, on n'a toujours pas trouvé, c'est le plus long bistrot du LOSC de l'année. Ensuite, on revient plutôt au match. Ah non, pardon, il y a Capenoul qui lui dit François, tu aurais pu donner les paroles au moins, mais je les ai données. Je vais d'ailleurs les redonner une nouvelle fois. Vous les réclamez tous. La 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 la. Voilà, c'est pas compliqué. Je vous donne quasiment la solution. Donc, on va revenir au match. Jean-Michel, faisons briller Ajaccio. On va relancer Ajaccio pour Gildas. Attention, c'est mieux qu'Angers pour Jean-Marc. Capenoul qui nous dit c'est introuvable, parce qu'il ne connaît rien à la musique, c'est tout. Valentino, ne pas sous-estimer l'adversaire, car on relance toujours les équipes de bas de tableau. Trifred a enfin une lumière d'optimisme, une victoire facile. Nicolas, on serait bien capable de perdre ce match. François, on gagne facilement ou un peu plus. Valentino, Ajaccio sortira son meilleur match contre Angers, comme Angers, pardon. Jean-Marc, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça, c'est une réponse, mais c'est pas ça, mais c'est presque aussi vieux. On cherche vraiment des chansons qui ont 60, 70 ans, quoi. On n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Lille, relanceur d'équipe depuis 1944 pour Nicolas, et Gildas, le LOSC adore paumer contre les cancres. Donc, voilà, un élan d'optimisme. Je crois qu'on est resté sur la deuxième partie de l'émission. Christophe D, est-ce que tu es optimiste ou est-ce que, comme les autres, tu sombres dans cette longue dépression? Ah non, moi j'étais déjà optimiste avant. Moi je reste optimiste. On va avoir un bon match. Et en plus, au match aller, on s'était rendu simple. Rappelez-vous du match aller, la balle en cloche de Bamba et ce fabuleux but de Yazici qui signait son départ d'ailleurs là-dessus. Je les ai au revoir sur ce but tout magnifique. Et à moitié de la poitrine, il se retourne, il met la reprise de volée, c'était beau. Et franchement, on s'était rendu facile à l'aller. Si on pouvait faire la même idée au match retour, moi, je n'ai pas trop de doutes sur ce match-là. Moi, je me dis que les joueurs. En fait, il y a quand même un truc. Là, on était en mode Prozac, je veux bien, mais sur le week-end, on a vécu ce moment-là. On s'est dit, putain, 1-1 à Auxerre. Et encore, je dis, Pélissier, c'est un bon entraîneur et Auxerre joue plutôt bien ces derniers temps. Et je pense qu'Auxerre va se sauver. Mais derrière ça, on a Rennes qui pomme contre Montpellier à 10. On a Monaco qui prend une branlée à Lens phénoménale. On peut dire, enfin, si on veut, on peut être négatif, mais quand même, sur le week-end, on ne s'en sort pas si mal que ça. Et j'espère que les joueurs ils vont se dire, on s'en sort pas mal, on a eu un avertissement, on a eu 27 avertissements en fait en vrai, mais bon, on a eu encore un avertissement. Et si on joue notre jeu et si on est un peu plus efficace, il n'y a pas de raison. Enfin, pour moi, Ajaccio, on doit gagner et on va gagner. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Ajaccio qui enchaîne les nuls et surtout les défaites. Dernière victoire contre 3 à domicile le 26 février, ça remonte déjà à quelques semaines.
Sinon, autre adversaire qu'ils ont battu 2 fois, Angers. Donc, eux, ils savent battre Angers, donc Ouais, à c'est fort. rappeler. Alors, c'est une équipe où on retrouve des noms connus, hein. Alors, on aura déjà un absent, c'est Tousgar qui a pris un carton rouge au dernier match, hein. Pas 3 Euh, minutes 13. ouais, on a Belaibi, c'est Belaibi qui est revenu dans le groupe, mais qui avait été porté disparu pendant quelques semaines. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est un habitué. Il avait déjà fait le coup à Brest, donc c'est pas vraiment un joueur de groupe. On a une vieille connaissance. On a Youssouf Koné, un ancien Lillois qui est prêté par Lyon et qui est présent effectivement, qui joue régulièrement sur l'aile de la défense. On a aussi Romain Hamouna, qui est un joueur qu'on a du mal parfois à sortir de l'équipe type, parce que chaque fois qu'on veut le sortir du terrain, il répond sa devise, touche pas à mon poste, hein, donc il ne veut pas sortir. Oh là Je sais, elle est là. pas terrible celle-là. Je vais essayer Elle de est me pas rattraper. terrible. Je vais essayer de me rattraper. Et on a également un gardien qui fait. Très bien, François, très bien. Pardon? Et un gardien qui fait aussi des bonnes prestations, Benjamin Leroy, qui est né à Cuc, dans le Pas-de-Calais, donc qui fait sa carrière en Corse. Et on espère, comme contre les autres équipes de bas de tableau, qu'il ne nous fera pas le match de l'année, il ne nous prépare pas un plan Cuc pour le match à Pierre-Mauroy. Christophe la voyait venir depuis tout à l'heure. Il l'a vu arriver, mais alors de loin, hein. Il la voyait sur l'horizon qui arrivait tout doucement. Pas si loin de Calais que ça, hein. Pas C'est loin vrai. de Chevalier. Voilà. Donc, j'ai sorti ma série de blagues. Vous êtes tranquille. J'en ai plus. Je vais pouvoir laisser la parole à Julien. Comment tu vois ce match contre Ajaccio? Tu fais partie des optimistes ou des pessimistes? Non, bah Ajaccio, c'est la pire série depuis plus d'un mois, hein. Ils ont pour ainsi dire tout perdu. Et je me souviens de l'interview d'Olivier Pantalone il y a 15 jours. Et Pantalone, il disait, parce qu'ils avaient perdu 3-0 à la maison contre Auxerre, il disait, la Ligue 1, c'est fini. Les mecs ont complètement lâché, ils n'ont pas joué. Et là, on va être très sincère, on prépare la Ligue 2 à partir de maintenant. Et donc, c'est l'entraîneur qui disait ça. Donc, j'ai envie de te dire, une équipe démobilisée, un entraîneur lui-même qui ne croit plus, ou il a essayé de jouer sur le sursaut d'orgueil, mais qui n'a pas eu lieu, hein, parce que derrière, ils perdent. Donc, de toute façon, ça n'a pas marché. À la maison, on va gagner. On va gagner. Moi, je n'envisage pas d'autre résultat qu'une victoire contre Ajaccio. Alors, on a Capenoul, ça sent le roussi. On a une bonne réponse. Non. On a une bonne réponse. Et pour retrouver cette chanson dans l'histoire de la chanson, il fallait un historien. Il fallait un historien. Et on a notre historien préféré du LOSC qui a trouvé la bonne réponse. Damien. C'est Damien qui nous a trouvé Ajaccio de Tino Rossi. Je Tino vous Rossi. invite à vérifier sur YouTube les 4 premières phrases de la chanson. C'est bien la 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 la. Voilà, je vous invite à vérifier. Donc voilà, avec Damien, je ne sais pas si tu es dans la région ce week-end, mais si tu es là, tu as gagné 2 places pour le match Lille-Ajaccio. Et je crois savoir que tu n'es pas loin de la région ce week-end. Donc normalement, tu pourras nous accompagner. Donc voilà, donc on a Capenoul, ça sent le roussi. Gildas, le gardien corse, se transformera en Manuel Neuer. Trifred, à vous François, tu ne veux pas donner les 2 places? Ben non, la preuve, c'est qu'elles ont été gagnées de haute volée. Hervé, sans victoire contre Ajaccio, on fera une croix sur la 5e place. Ça, c'est un refrain qu'on a souvent entendu, même si on peut compter sur l'irrégularité de nos amis rennais et lyonnais. Mais par contre, il insiste, car notre calendrier est ensuite assez compliqué. C'est vrai qu'on a mangé notre pain blanc et on voit arriver le pain noir et la croûte, en tout cas des adversaires directs, qu'il faudra effectivement aller chercher des points contre des mieux classés pour espérer garder cette 5e place. Donc, Trifred, Ajaccio enchaîne les contre-performances en jouant des équipes de bas de tableau. Capenoul, il faut rappeler Chalmé qui, je vous rappelle, quasiment ses seuls buts en Ligue 1. C'est un triplé contre Ajaccio. Donc, Je un pense que match. c'est ses 3 seuls buts avec Lille. Hein. Ah, tout à fait. C'est un match mémorable, en tout cas, qui est dans l'histoire du LOSC. Jean-Michel, Christophe, parce que contre Angers ou Auxerre, on ne devait pas gagner. Donc, partage pas ton optimisme, hein, Jean-Michel. Ouais, mais c'était à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Là, on est à domicile ou on a On est à de meilleurs domicile. résultats. On est à domicile. Capenoul, Toubache ne veut pas nous vendre Belaïli. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais par contre, le commentaire suivant est
et beaucoup plus avisé. François qui nous dit « Magnifique François Stock ». Je partage complètement son sentiment. Je partage complètement son sentiment. Donc, bravo Damien. François, il doit avoir un grand-père qui aimait bien Tino Rossi, je pense. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est vrai. Et puis Damien qui dit « Oui, je serai là, en espérant que ça ne sente pas trop le Rossi samedi ». Il est en pleine forme aussi. Hein. Heureusement qu'on va bientôt le recevoir au bistrot d'Allélos. Ça, Capenoul l'avait déjà fait avant, je ne pas non plus. Ah, je ne l'ai pas vu, excuse-moi. Et c'est pour ça que Capenoul, en fait, quand il écrit un peu plus haut, ça sent le roussi, c'est un indice qu'il donne parce qu'il avait trouvé Tino Rossi. Voilà. Donc, une fois de plus, il avait gagné. Et une fois de plus, il laisse ses places. Non, mais il avait dit qu'il avait le résultat. Incroyable. Il avait dit. Hein. Vraiment. Donc, Jean-Marc, Tino Rossi, Chichi. Salutations à mon ancien chat. Oh là, on en est à dire bonjour au chat. Non, au chat disparu, au chat disparu. Mais qui s'appelait Rest in peace, Biaou. Mais qui s'appelait Chichi, pour l'anecdote. Et je ne vous raconte pas pourquoi il s'appelait Chichi. Vous qui connaissent Razer comprendront l'anecdote. Et on a Capenoul pour clôturer finalement ses commentaires sur Facebook. Dans la meilleure tradition du bistrot d'Allélos, nous dit « Les plus durs à jouer sont les Corses d'Orange ». Voilà, donc je vous laisse méditer. Capenoul, champion pour François, il a raison. Et c'est bien de terminer là-dessus. On perd des auditeurs, vite, je me rends l'antenne. Toujours pas. On est toujours sur le même nombre depuis tout à l'heure, un nombre assez élevé par rapport à chaque semaine. Donc voilà, donc après ce florilège de plaisanteries de plus ou moins bon goût, donc il est temps de terminer cette émission. Donc je voulais remercier d'abord les internautes qui nous suivaient de plus en plus nombreux et de plus en plus régulièrement, qui en tout cas vous êtes toujours très actifs sur les commentaires et ça nourrit vraiment l'émission. Donc je vous invite à, si vous avez bien le bistrot, à partager finalement ces différentes diffusions sur Facebook ou sur YouTube pour en faire profiter vos amis. Comme on dit souvent dans les one-man shows, si vous avez aimé l'émission, partagez-le auprès de vos amis. Si vous n'avez pas aimé le bistrot d'Allélos, partagez-le auprès de ceux que vous n'aimez pas. Ça nous fera effectivement des vues, n'hésitez pas. Donc ça, c'est le côté one-man show, je vais trop souvent en théâtre. Hein. Donc merci à vous, on compte sur vous et c'est pour vous qu'on fait ce bistrot d'Allélos que chaque semaine. Je voulais aussi remercier bien sûr les piliers du bistrot présents ce soir. Donc, merci à Christophe de Vervic. Mais merci à toi, merci à tous. Et son marsupilami. C'est un marsupilami, je ne l'avais pas vu. Et son marsupilami. Merci à Christophe et son t-shirt d'Arnaud. On n'a pas fait les pronos, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. On va gagner. On va gagner. Vous êtes tous d'accord, on est obligé de gagner. On va gagner. On est obligé de gagner. Donc, 4-0, voilà, on met 4-0. Vas-y, dis-le. Christophe, tu veux rajouter ton prono vite fait? 3-0. Voilà. Julien, 3-0. 3-0, ben voilà, on a. Donc, merci Julien en tout cas pour ta participation et tes informations ce soir. Mais de rien. Au cœur de l'actualité, entre le relais des informations de Mohamed Toubache et tes informations personnelles, on était au cœur de l'info, à Bistrot, au cœur de l'info, c'était remarquable. Touché par l'information. Exactement. La mort ou Chichi? Voilà, monsieur a ses références. La mort, mais d'abord Chichi. Bon, vous la connaissez tous. En tout cas, on vous enverra le lien de la bande dessinée de Reiser, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci. Bravo à Damien. On aura l'occasion de revoir. Il n'est pas qu'historien, il est aussi chanteur. Chanteur d'opérette. On le verra très prochainement au Bistrot d'Allélos pour parler du magnifique livre qu'il a commis avec Maxime Pousset. Donc, on aura l'occasion d'en reparler très, très prochainement. Donc, merci à vous tous. Ce qui m'inquiète, c'est que Martigues a validé, je crois, son ticket pour monter en Ligue 2 et que Tino Rossi l'a chanté à Venise de Provençal en parlant de Martigues. Donc, j'ai peur qu'il y ait des vannes bientôt autour de cette chanson. Mais écoutez, on peut arrêter Tino Rossi, ça emmerde tout le monde. On a encore perdu 2 personnes. Oui, encore 5 minutes de Tino Rossi, on est à 4. C'est promis, l'année prochaine, on ne parlera pas de Tino Rossi. On ne parlera pas de Tino Rossi. C'était une très mauvaise idée, ce jeu, pour gagner 2 places. Donc, alors, félicitations à Damien pour la place. Avant que tout le monde parte, il nous reste une dernière chose à faire avant de clôturer ce bistrot. C'est notre cri de guerre.
je vous propose de le pousser tous ensemble, vous, les piliers du bistrot, mais vous aussi, les auditeurs derrière votre ordinateur. Réveillez vos épouses, réveillez vos enfants. 1, 2, 3. Allez, Allez, le le LOSC! LOSC! À bientôt! Ciao, salut! Ciao! Bye bye. Ciao, ciao. Et vive Alexandro.